Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du Maybe Planet. J'ai le plaisir de présenter cette émission avec Marie-France et Sébastien. Vous allez bien les amis? Oui, nous sommes heureux d'être là et d'avoir l'opportunité d'interviewer Dave Beatty. Aujourd'hui, nous enregistrons en anglais. Une nouvelle occasion de vous moquer de mon horrible accent? Eh bien non, pas aujourd'hui, car comme vous l'avez entendu, si mon anglais est assez approximatif, Marie-France, qui parle bien mieux anglais que moi, va diriger l'interview et cette émission. Merci Pascal, je vais essayer d'avoir un accent correct pour l'émission. Dave, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission aujourd'hui. Merci de nous accorder de votre temps. Nous avons bien sûr des questions à vous poser, mais avant de commencer la présentation, pour la première question, je voulais savoir si vous allez bien. Je crois que c'est votre première interview pour un média français. Oui, c'est super. J'aimerais pouvoir parler français, mais je ne l'ai jamais étudié à l'école. J'en suis désolé. Je vous remercie pour l'invitation. C'est effectivement ma première interview pour un média français. Très bien, merci beaucoup. Dave, pour les spectateurs qui ne vous connaîtraient pas bien, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bien sûr, comme vous le savez, je m'intéresse au sujet OVNI, mais j'ai commencé ma carrière comme journaliste pour la télévision. J'ai commencé par ce métier après l'université. Puis, après avoir présenté l'actualité pendant une décennie, je suis parti dans la production d'émissions pour la télévision. C'est ce que je fais depuis 30 ans maintenant. Des documentaires sur tous les sujets, pas seulement sur les ovnis. On fait beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale. Je travaille avec un groupe qui s'appelle World War II Foundation. Nous avons produit 23 films à ce jour, racontant l'histoire de ce conflit au travers des témoignages d'anciens combattants encore vivants, ce genre de choses. Mais d'un autre côté, j'ai toujours été intéressé par les ovnis, j'ai étudié ce sujet à peu près toute ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches sur les ovnis et qu'ensuite j'ai fait des vidéos sur le sujet. Un beau parcours, merci. Je vais laisser également la parole à Pascal et à Sébastien. Alors Sébastien, je pense que tu as une question pour commencer. Vous avez réalisé l'incroyable documentaire The Nimitz Encounters avec l'interview de 4 membres d'équipage. Donc ma question est, qu'est-ce qui a éveillé votre intérêt dans le cas du Nimitz? C'est en fait assez intéressant parce que je n'avais pas étudié de cas d'OVNI depuis un certain temps. J'avais été enquêteur pour le MUFON dans les années 90, puis j'en suis sorti. Mais quand le New York Times et le Washington Post ont sorti un article en décembre 2017 décrivant ce que ces pilotes militaires avaient rencontré au large des côtes du sud de la Californie, ça a attiré ma curiosité. Plusieurs d'entre nous ont commencé à faire des recherches en ligne sur ce cas. J'ai des compétences en infographie et nous avons commencé à essayer de visualiser ce qu'avaient vu ces pilotes. Car, comme vous le savez, les seules vidéos sont en noir et blanc et ne montrent pas grand-chose. Mais en se basant sur les descriptions du commandant David Fravor, nous avons commencé à visualiser l'objet. Nous avons réalisé quelques infographies du tic-tac que j'ai montré à certains de mes amis. En nous basant sur la description de cet ovni, un cylindre blanc comme de la porcelaine, une sorte de capsule de 40 pieds de long. On a commencé comme ça, mais au fur et à mesure que je progressais, j'ai commencé à me dire que ce serait cool de faire une reconstitution de cette rencontre. Juste avec les pilotes en train de voler et ce qu'ils voient, c'est parti de là. Pour arriver à ce documentaire, il a fallu environ 1 an ou 2 de travail, mais l'histoire a commencé comme ça. Merci Dave, c'est très intéressant. Nous allons parler de l'affaire de l'USS Kidd qui est sortie le début de l'été dernier. Pascal, tu as une question à ce sujet. Oui, à propos de l'USS Kidd, l'affaire de l'USS Kidd est sortie au milieu de l'année dernière.
Elle n'a pas immédiatement attiré beaucoup d'attention. Le Maybe Planet est pratiquement le seul média français qui en ait parlé à l'époque. Comment l'expliquez-vous? Parce que c'est un cas très intéressant. C'est très intéressant. Parfois, dans ce domaine, quand vous réalisez un documentaire comme The Nimitz Encounters, à la fin de ce film, j'ai demandé s'il y avait des militaires qui avaient été témoins de quoi que ce soit. Et j'ai reçu des milliers de courriels au fil des ans suite à cette demande. Un militaire à la retraite m'a contacté officieusement. Il m'a indiqué qu'il était embarqué sur l'un des navires lors des événements de 2004. Il m'a demandé si j'avais entendu parler de l'incident qui s'était produit en juillet 2019 sur l'ISS Kidd. J'ai dit non, je ne suis pas au courant. Il m'a invité à creuser le sujet. Ça a commencé comme ça. C'était en avril 2020. Ça fait donc à peu près un an que j'ai reçu cet email. J'ai envoyé des emails dans les deux sens et c'est là que j'ai fait une demande FOIA à la marine américaine. J'avais fait ce genre de travail de recherche avec le Nimitz pour comprendre ce que faisaient les navires, ce genre de choses. J'ai contacté le Naval History and Heritage Command, c'est là où vont toutes les archives de ces navires pour chaque année civile. Les journaux de bord sont envoyés à ce centre d'archivage et ils sont disponibles grâce à la FOIA. Alors, j'ai rapidement obtenu les carnets de bord de l'USS Kidd vers le mois de mai de l'année dernière et j'ai commencé à parcourir les 400 pages des carnets de bord. Une des premières choses que j'ai remarquées, c'est qu'il n'était pas le seul navire à cet endroit. C'était au moins 6 ou 7 autres destroyers qui étaient en opération là-bas, faisant des exercices anti-sous-marins et anti-aériens, à peu près dans la même zone que l'incident Nimitz, au large de San Diego. En étudiant les journaux, une des choses que j'ai remarqué, que j'ai vu, c'était ce terme Snoopy, qui est une équipe dédiée sur le bateau. C'est un acronyme dont je ne me souviens plus exactement les termes. Navire et quelque chose lié à la photographie et à la vidéo. Je pense qu'ils sont venus avec le terme Snoopy d'abord et qu'ils ont essayé de trouver les mots qui correspondent. C'est pour résumer les photographes du navire. Si le personnel repère quelque chose d'inhabituel, un autre navire, un navire inconnu qui agit de façon suspecte ou un aéronef, ils appellent les Snoopy sur le pont qui photographient pour la documentation ou pour des preuves, en utilisant des appareils classiques, des caméscopes, des appareils photo avec téléobjectif, ce genre de choses. Ils utilisent du matériel que vous pourriez utiliser, c'est surtout juste pour avoir une photo ou une vidéo de l'événement. Et j'ai vu plusieurs fois que les équipes avaient été appelées pour ce qui est décrit comme des drones ou des UAV. Ils décrivent des lumières comme des feux rouges ou décrits comme une lumière clignotante rouge et la mention Snoopy Team Away. Donc, je suppose que ces gars ont filmé et documenté tout ce qui s'est passé à partir du 14 juillet jusqu'à la fin du mois. Quand les journaux à ma disposition se terminent, je n'ai pas continué plus loin, mais j'étais très étonné que, encore et encore, pratiquement chaque fois la nuit, ces lumières rouges apparaissent autour du navire. Sur la base des journaux, il semblait que ce navire de la Navy ne savait pas ce que c'était. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec deux autres chercheurs, un chercheur français, Marc Secotti, et le docteur Adam Keogh, qui est informaticien. Nous avons commencé un partage de recherche et d'informations dans les coulisses, behind the scene. Nous avons fini par obtenir les carnets de bord de nombreux navires sur la base de ces premières informations. Et encore une fois, tous ces carnets remontaient le même type d'informations au même moment. On a étudié les carnets de plusieurs navires, j'ai compté par moment jusqu'à 10 navires de la marine présents proches de l'île de San Clemente.
Ils voient tous ces drones et ils les décrivent de la même manière, feu rouge, lumière clignotante, UAVs et drones. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails de ce qu'ils voyaient, comme leur structure, par exemple. Ils ne le décrivaient pas comme en forme de tic-tac ou quelque chose comme ça. Ils ont toujours été comme... je sais que je spécule parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans ce cas, mais la visibilité était faible, peut-être qu'à l'œil nu, ils voyaient juste les lumières, ils ne pouvaient pas définir de forme. C'est un aperçu de ce qui a eu lieu, cela a conduit des personnes comme Adam et Mark à écrire leur premier article. Encore que bien que si on y réfléchit, c'est un de mes amis, Danny Silva, qui a un site web, Silva Record. Nous en avons parlé ensemble. Il a écrit un article en juin 2020. Il a été le premier à publier publiquement sur cet événement. Lorsque l'article est sorti dans The Drive, ils ont un nombre de lecteurs bien plus important. Ça a été un tremplin pour atteindre un public beaucoup plus large. La semaine suivant cet article, tous les grands médias américains ont repris l'information, y compris CNN, ABC, CBS, Fox News. Il y a eu un article dans Forbes, un article dans Popular Mechanics, puis ça s'est calmé, mais c'était en quelque sorte le buzz médiatique initial qui s'est produit pour cette affaire qui est sortie l'an dernier. En France, certains journaux en ont également parlé. Un journal important que vous connaissez peut-être, Paris Match, a écrit un article sur le sujet. Sébastien, nous avions une autre question à laquelle Dave a partiellement répondu, mais si tu veux quand même la poser. Oui, la question suivante est liée à votre réponse précédente parce que Mark Secotti et Adam Keogh ont écrit un article dans The Warzone, The Drive. Vous étiez en contact avec eux? Oui. Avec Mark, nous sommes en contact depuis longtemps sur Facebook et Twitter. Nous nous transmettons régulièrement des informations, et ce depuis le Nimitz Encounter. Mark avait trouvé un témoin qui était sur l'USS Princeton et il m'avait transmis l'information. Quand je recevais des documents FOIA de la marine, nous les partagions dans les coulisses, pour s'entraider les uns les autres dans les recherches et les investigations. Le docteur Adam Keogh a pu télécharger le transpondeur de tous les navires qui se trouvaient dans cette zone. Et il a écrit un programme informatique pour isoler tous les autres navires, car cette base de données géante englobe tous les navires partout dans le monde. Et vous devez rechercher et détailler pour trouver une zone spécifique du globe. Mais il a pu isoler la région et trouver tous les autres navires de la marine. En fait, cette recherche nous a même permis de découvrir la présence d'autres navires dont nous ignorions la présence. Au départ, nous savions à peu près quel navire était là, parce que les journaux de bord, les carnets de bord les mentionnaient. Ils indiquaient quel navire était en route. Le Rafael Peralta, l'USS Paul Hamilton, le Gabriel Guilford. On trouvait ces informations dans les carnets de bord. On a aussi trouvé sur Facebook certaines pages publiques de membres de la marine qui indiquait avoir photographié des activités en cours. Vous pouvez aller sur Facebook et chercher USS Kidd sur la page web ou sur le Facebook de l'USS Kidd et trouver des photos des équipes Snoopy. On y trouve des photos d'autres navires à proximité avec beaucoup d'informations détaillées. Nous avons rapidement retrouvé tous ces navires et ensuite, avec les pistes des transpondeurs qu'Adam a isolés, nous avons même pu détecter des navires marchands qui étaient à proximité. C'est d'ailleurs devenu une partie très intéressante de l'histoire.
avec la Navy, essayant de comprendre d'où venaient ces drones. Oui, c'est un travail incroyable, effectivement. Oui, et dites-moi si j'ai tort, mais Marc Secotti est français. Oui, oui, je crois qu'il est français. Oui, 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 je pense, oui. Ce serait bien de lui parler, oui, c'est très intéressant d'avoir votre point de vue sur cette affaire. Cette genèse et l'interaction entre les personnes, entre les différentes personnes, j'ai une question d'elle. Le Drive note également que les forces armées de nombreux pays, en particulier des rivaux comme la Chine, travaillent à la conception de ces essaims coordonnés de drones armés. Ces nuages volants permettraient de noyer les défenses ennemies sous leur nombre et de mener des attaques fatales. Qu'est-ce que vous en pensez? Parmi les infos FOIA reçues par Marc Secotti de la part de la marine, l'une des choses les plus importantes qu'il ait reçues était une série de courriels qui indiquait qu'une enquête était en cours. Et la Navy demandait aux gardes-côtes et au NCIS de se renseigner sur les autres navires qui se trouvaient à proximité. L'une des principales préoccupations était qu'il aurait pu s'agir de quelqu'un faisant voler des drones pour d'autres raisons que l'espionnage ou le renseignement, mais également et de façon plus préoccupante qu'une nation utiliserait un navire battant pavillon civil, par exemple un cargo, et utiliser cette couverture pour faire voler des drones qui pourraient espionner nos navires de guerre. Quelques essais de missiles étaient en cours. Les destroyers étaient en train de tester un système de défense de missiles antibalistiques. Ils étaient en train de tester ces missiles, un nouveau type d'arme dissuasive. Une nation adverse aurait pu s'intéresser à ce que nous testions. Un système de missiles antibalistiques pourrait contrer leurs propres missiles balistiques. Si c'est quelque chose qui les intéressait, ça expliquerait la présence de drones secrets qui en réalité espionnent ou observent ces navires. Une fois que c'est dit, je n'ai trouvé aucune preuve que ces drones fonctionnaient durant les heures du jour lors de ces tests. Il semble que c'était toujours de nuit, et quand j'ai examiné les journaux de bord mentionnant les drones, ils étaient là même quand les destroyers ne semblaient pas tester quoi que ce soit ou procéder à un quelconque entraînement. C'était une sorte d'apparition, la Navy les repérait, donc c'est un peu un mystère pour moi. Je sais qu'il y a eu des spéculations, à la fois Adam et Marc, dans l'article de The Drive, ont spéculé sur, vous savez, la Navy regardant peut-être du côté d'un navire chinois. Nous avons lu un article de la Sopreb aussi qui dit que c'est probablement un test de vendeur de drones pour montrer aux clients potentiels ce qu'ils peuvent faire avec ces drones. Alors oui, pourquoi pas, mais je pense que c'est dangereux, mais pourquoi pas? Oui, en fait, quelqu'un sur Twitter, il y a eu beaucoup de théories, a dit que si un marchand d'armes voulait montrer les capacités de ces drones, en les faisant voler autour des destroyers de la marine la nuit, en prenant, vous savez, des images gros plans de tous les navires, ce genre de choses, ils pourraient montrer à leurs clients, regardez ce que nous pouvons faire, nous pouvons voler en toute liberté autour des navires de guerre de la marine et les filmer de près, et vous devriez acheter notre drone militaire pour ses capacités. Oui, achetez-le sur eBay. Nous avons une autre question d'Eve à propos de Jérémy Corbell. Et donc Jérémy Corbell s'est initié dans le cirque médiatique avec sa célèbre vidéo d'OVNI triangulaire qui est prétendument la chose la plus incroyable que nous ayons jamais vue. Bon. Nous pouvons penser que Jérémy Corbell fait l'amalgame entre OVNI et extraterrestres. Qu'en pensez-vous? Bien, Jérémy
Corbell et George Knapp ont par le passé libéré et fait fuiter diverses informations. C'est toujours comme si c'était vérifié, mais je suis pas sûr, vous savez, qui sont leurs sources. Jérémy a dit comme moi que dans ses films, il demandait aux gens de le contacter, et c'est comme ça qu'il a reçu cette vidéo et les diapositives qu'il a également publiées. Et il dit que le matériel fait partie d'un briefing du groupe de travail sur les UAP. Donc je crois qu'il y avait 2 briefings qu'il mentionne sur son site web, et que le matériel qu'il a publié, y compris la vidéo, a été utilisé dans ces briefings. Donc la vidéo semble montrer un monoculaire de vision nocturne portatif, et il y a une sorte de caméra qui pourrait tout à fait être une caméra de téléphone portable maintenue à la lentille du téléphone pour filmer ce qu'il voit dans le ciel. Et il dit que cela provenait du destroyer USS Russell, un destroyer qui était en effet avec l'USS Kidd à cette époque, à la mi-juillet 2019. Si cette vidéo provient du Russell, on dirait qu'elle aurait probablement dû être filmée sur ce navire. Donc, que montre la vidéo? Je ne suis pas tout à fait certain de ce qu'elle montre. Il y a eu un débat avec certains des chercheurs sur les problèmes techniques de cette vidéo. Est-ce que la vidéo peut être floue? C'est la première question. Il y a un problème avec ça. Parce que si vous filmez une source ponctuelle de lumière dans le ciel la nuit, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle un bokeh. Et cela a été évoqué dans un grand nombre de ces articles. Se pourrait-il que cela soit un bokeh? C'est possible. Je n'étais pas là, je ne connais donc pas les circonstances entourant ce clip Night Vision Goggles. Nous ne savons pas si l'opérateur avait un focus correct ou non. Je ne peux pas le dire, je regarde et j'entends ces commentaires qui indiquent que ça pourrait être un avion parce que nous voyons des lumières stroboscopiques. Et je veux mettre en exergue le travail d'un autre chercheur français, Christophe Pilzer. Christophe est un ufologue qui se base sur la science, et il est actuellement en train de faire une étude sur les modèles stroboscopiques. De cette vidéo, vous pouvez regarder les formes triangulaires, des sortes de flash, qui pourrait dire qu'il y a une sorte de lumière stroboscopique. J'entends par là que c'est la théorie sur ces objets-là, et en examinant la fréquence sur le modèle de ces flashs, Christophe essaye de déterminer si cela peut être un modèle stroboscopique d'un avion civil, ou si c'est aléatoire, de sorte que même s'il y a plus d'une lumière stroboscopique, vous pourriez éventuellement détecter le modèle pour voir s'il pourrait correspondre à une certaine technologie faite par l'homme. Ça pourrait être une révélation si c'est vrai. À ce stade, je ne sais pas si Christophe a pu le déterminer. Le chercheur Mike West a indiqué que ces lumières stroboscopiques correspondent au modèle de l'aviation commerciale. Il va même jusqu'à dire que ce pourrait être un jet, un avion commercial qui survole le navire, et que le navire, la marine n'a pas pu l'identifier. Et je me demande parfois, quand je regarde des contenus de sources anonymes, si la vidéo de sources anonymes prétend par exemple filmer des pyramides volantes, et si ce n'est pas le cas. S'il s'agit d'un faux cas d'erreur d'identification, en d'autres termes, le gouvernement américain sait que cette vidéo est floue, nous avons un dicton. Nous vous donnerons juste assez de cordes pour vous accrocher. Ils peuvent donner cela à la communauté OVNI ou se rendre à la presse. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde dit « Oh mon Dieu, c'est un OVNI, c'est inexplicable ». Puis le gouvernement sort et dit « Regardez, ce ne sont pas des ovnis, c'est un cas d'identification erronée. » Nous pouvons tout expliquer ce que c'est, et donc tous ces cas que tout le monde pense inexpliqués peuvent être expliqués.
Et puis ils disent, bah, il n'y a pas de sujet OVNI et le gouvernement et la Navy ne sont pas concernés par l'étude des OVNI, parce qu'il n'y a rien à étudier. Alors, je veux dire, c'est assez dur, mais le gouvernement américain et l'Air Force sont un lourd passif avec ce type d'agissement. Le rapport Condon, pas si vieux que ça, avec cette même conclusion, affirmant que le gouvernement américain n'a pas à s'investir sur le sujet, précipitant l'arrêt du projet Blue Book. Donc, qu'allons-nous trouver? J'espère que Lou Elizondo a raison, que c'est une physique inconnue, et que le gouvernement américain n'a pas de réponse et qu'il ne peut pas expliquer ce phénomène. Thank you. Yeah. C'est dangereux de mélanger cette vidéo du triangle et le travail que vous avez fait avec Adam Keo, avec Marc Secotti. Je pense que ce n'est pas du même niveau. C'est quelque chose de totalement différent. Et le risque est que si le grand public pense « Ok, c'est un avion et il n'y a rien dans cette affaire », je pense que c'est dangereux. Merci pour votre point de vue avec lequel nous adhérons complètement. Juste une question générale, Dave. Comment pensez-vous que les recherches vont évoluer à l'avenir? Nous sommes encore en pleine investigation avec cette affaire. J'ai encore beaucoup d'OVNI pour lesquels nous n'avons pas toutes les données sur le mot en question pour quelques navires. Donc j'attends impatiemment de voir ce que nous allons obtenir. Une des images intéressantes qu'a révélé Jeremy Corbell est une diapositive qui provient prétendument de l'USS Omaha. La capture d'écran montre une sorte de sphère, une forme d'objet sphérique dans la traînée du bateau. L'objet vient du ciel et il disparaît dans l'eau. C'est une série de 3 images. Je pense comprendre pourquoi nous n'avons pas eu la vidéo, parce que c'est évidemment une vidéo d'un système FLIR qui enregistre, c'est sûrement un capteur technologiquement classé, c'est un des problèmes de l'optique militaire, souvent la technologie est confidentielle. Donc obtenir une vidéo telle que celle filmée sur l'USS Yokohama est problématique. L'une des choses intéressantes avec la FOIA et l'OVNI de l'USS Omaha, j'ai analysé le journal de bord et j'ai noté que le 20 juillet, c'est le jour où le journal a commencé, bien que j'ai demandé à la FOIA du début jusqu'à la fin du mois de juillet. J'étudie le journal de bord qui commence le 20 et où était le navire le 20 juillet? Il était à la base navale de San Diego, il n'était pas en mer, donc depuis le 20 juillet jusqu'à la fin du mois. L'USS Yokohama était taqué, il n'était pas en mer. Donc j'ai recontacté la Navy pour essayer de comprendre pourquoi une partie du journal était manquante. Peut-être que c'était juste une erreur, ça peut arriver. Le représentant est venu vers moi et il m'a indiqué que le journal commençait avant, il a juste sauté au 20 juillet, et donc c'est le début qui manquait. Je crois que Jeremy a révélé la date de cette vidéo. Ça devait être le 15 juillet, quelque chose comme ça. Si c'est exact, dans cette zone où les autres navires se rencontrent, cette partie manque. Et il y a beaucoup de cas particuliers, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sortent encore, et je pense que ce n'est pas encore fini. Dave, je veux être sûr d'avoir bien compris, mais l'USS Omaha n'était pas en mer? Est-ce que l'USS Omaha faisait partie de l'expédition à cette date? L'USS Omaha n'est pas un destroyer, c'est littéralement un navire de combat, donc c'est un autre type de navire. Je crois qu'il y a 2 différents navires de combat qui faisaient partie de ce groupe. Alors, je n'ai pas vérifié la position relative provenant du GPS par rapport à ce qu'a trouvé Adam, à quelle distance l'USS Omaha a été, mais vous savez, tous ces navires opéraient à une centaine de miles les uns des autres. Donc, bien que l'océan soit très grand, ils étaient tous là-bas dans le cadre d'une opération navale sur plusieurs semaines en juillet. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Very interesting. Yeah. So
Yeah, same. I thought you Sébastien, had je crois a que tu as une last question. dernière question. Final question. Je vais finir avec une question personnelle. Pensez-vous que vous allez réaliser un nouveau documentaire sur le cas de l'USS Kidd? Alors j'ai fait le Nimitz parce que nous avions des témoignages. J'aime mettre de la lumière sur des histoires personnelles. C'était tout l'intérêt de cette affaire, et ce que je n'ai pas dans le cas de l'USS Kidd. J'y travaille en coulisses. J'ai envoyé des emails à tous les marins pour essayer de trouver quelqu'un qui souhaiterait parler. Alors la plupart sont en service actif actuellement et je sais d'expérience que c'est difficile d'avoir le témoignage de personnel en service, même si je ne suis qu'un civil, certains réalisateurs, mais je ne suis pas un reporter. Mon but étant de trouver quelqu'un qui va m'expliquer ce qu'ils ont rencontré, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti. Je pense que ce serait très intéressant. Je viens de publier ces derniers mois un visuel basé sur ce qu'il y avait dans les journaux de bord. Et c'est vraiment troublant parce que les bateaux naviguaient dans le brouillard, c'était la nuit. Ces lumières rouges semblaient surgir du brouillard encore et venaient comme menacer les navires. Ils ne pouvaient pas savoir d'où elles venaient. J'essaye de savoir ce que c'était et je veux trouver quelqu'un qui était là et qui peut raconter cette histoire. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Oui, je le pense aussi. Je le pense aussi. We can stand. Ce serait une très bonne nouvelle, effectivement. Yeah. Vous l'avez dit, je pense qu'il ne faut pas être trop rapide dans cette affaire. Yeah, as Pascal Oui, said, comme Dave, l'a dit Pascal, Dave, nous pensons que nous devons attendre les résultats des chercheurs. Nous devons laisser les recherches évoluer, étudier, analyser et apporter des informations réelles dans cette affaire. Et je vous encourage tous, si vous voulez faire des recherches, vous n'avez pas besoin d'être un journaliste. Georges Knapp nous appelle des experts en fauteuil. Bon. Mais toutes les informations que j'ai obtenues sont venues d'autres personnes qui ont juste voulu aider, qui ont juste voulu s'impliquer. Et la plus petite idée ou la plus petite information peut faire avancer dans une affaire comme celle-là et peut-être trouver une réponse. Je pense que la réponse est dehors et je pense que nous allons la trouver. Nous suivons votre travail, nous suivons le travail de Marc et d'Adam, bien sûr. And we Nous avons have interviewé Adam Keo sur quelques questions écrites. some questions and written Ouais. questions. Et je pense que les semaines à venir vont être vraiment très intéressantes. Espérons. Juste avant de conclure l'émission, Dave, merci pour votre temps. Nous avons posé beaucoup de questions. Merci pour votre disponibilité, merci pour ces informations, parce que dans cette affaire particulière, nous avons beaucoup d'informations, beaucoup de documents de partout, et c'est vraiment important pour nous, médias français, d'avoir votre opinion sur cette affaire. Donc, encore une fois, merci pour votre temps. Un plaisir. Ça a été un vrai cadeau pour le Maybe Planet de vous avoir, de discuter avec vous pour votre première interview française. Et j'espère que nous pourrons reparler bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, sur cette affaire et sur votre travail. Mais ça a été un réel plaisir. Merci pour tout.